Merci à GRDF de nous héberger ce webinaire sur Teams. Effectivement, nous d'habitude on travaille plutôt sur Zoom, mais il semblait que c'était plus pratique, en tout cas pour les gens de GRDF, d'être sur Teams. Donc pourquoi pas. Merci à eux. Donc, merci aussi à nos partenaires de la REC et à Stéphane Martinez de Moulineau de participer à ce débat qui, je n'en doute pas, sera riche et qui nous permettra, je l'espère, de voir tous les aspects de la méthanisation, à la fois les aspects qui peuvent poser problème, hein, comme la méthanisation agricole. Bernard Loup interviendra tout à l'heure et nous expliquera en quoi la méthanisation agricole peut poser des problèmes et les difficultés qu'ils ont rencontrées, en particulier dans le Val d'Oise, par rapport à ce type de méthanisation. Mais on parlera aussi, bien sûr, de la méthanisation des déchets ménagers, qui est un vrai enjeu pour nous, dans la mesure où, comme vous le savez, la collecte des déchets ménagers sera obligatoire à partir de l'année prochaine, et que on a quand même de grosses inquiétudes quant à la mise en place de la collecte des déchets, qui peine à se mettre en place, hein, dans beaucoup d'endroits. Et donc, cet aspect de la méthanisation, qui est quand même la plus importante, compte tenu des très très importants volumes qui sont en jeu, fera l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui, savoir comment est-ce que on peut peut-être accompagner, aider à ce que cette collecte se mette en place dans de bonnes conditions. Mais dès maintenant, et avec un petit peu de retard sur l'horaire prévu, on va pouvoir commencer avec Camille Poiroux, qui va nous expliquer quels intrants pour quelle énergie. Donc, Camille, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris, je travaille chez GRDF, je suis responsable du développement de la méthanisation pour l'Île-de-France et je vais intervenir sur la partie, de positionnement de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut produire comme énergie, via la méthanisation et à partir de quels intrants? Alors je ne sais pas si l'ensemble d'entre vous sont déjà familiers avec ce que c'est qu'une unité de méthanisation. Déjà, en fait, on parle de la méthanisation, mais en fait, c'est plutôt les méthanisations. On a différentes typologies de méthanisation avec des tailles de projets, des typologies d'intrants qui peuvent être, très diversifiées c'est voilà, c'est pas, une vision unique de la méthanisation et notamment en Île-de-France, on a cette possibilité d'avoir, une diversité de projets. Hem et donc quand on parle de méthanisation, quel est le process qui est en jeu? C'est, la valorisation d'une matière organique, une matière qu'on appelle fermentescible, c'est-à-dire, qui va pouvoir se dégrader, qu'on va intégrer dans un méthaniseur, notamment ces digesteurs qui ont une forme bien particulière qu'on peut reconnaître, dans des conditions qui sont dites anaérobies, c'est-à-dire en absence d'air. Ce digesteur va être une enceinte fermée et dans ce processus de digestion, on va former, 2 éléments, un digestat qui va être, un engrais naturel qui va faciliter le retour au sol de la matière organique, qui va être utilisé essentiellement par les agriculteurs pour pouvoir, fertiliser et amender les terres agricoles. Et puis, un biogaz, une énergie renouvelable. Donc à cette étape-là, c'est encore un biogaz qui est composé, en partie de méthane, mais aussi de CO2 et de différentes impuretés. Et vous allez voir dans le process, il va y avoir, une étape d'épuration de ce biogaz pour le transformer en biométhane si on retient la valorisation en injection.
Donc, quel type d'intrant on peut utiliser en méthanisation donc pour la production de ce biométhane? C'est, très encadré par la réglementation. Donc il y a différentes typologies de déchets, ou d'intrants qu'on peut, intégrer dans ces unités. La principale catégorie, vous le verrez ensuite dans la présentation de la REC pour ce qui représente, les caractéristiques du périmètre de l'Île-de-France, mais en grande majorité, ce sont des déchets agricoles, des effluents d'élevage, fumier, lisier, des résidus de culture, des sous-produits animaux et puis des cives qui sont les couverts végétaux, à visée énergétique, qu'on va positionner entre 2 cultures principales, donc qui vont pas rentrer, directement en concurrence avec, la production agricole, pour l'alimentation animale ou humaine, et qui vont, être, cultivés pour pouvoir, être, intégrés dans le digesteur. Donc ça, c'est pour la partie, intrants agricoles, mais il y a également tous les intrants, issus des industries agroalimentaires, donc les pulpes de betterave notamment, des sous-produits animaux, des graisses, tout dépend un peu des industries agroalimentaires qu'on peut avoir sur le territoire, des déchets industriels, et puis, notamment ça va nous intéresser quand on va avoir le témoignage de Moulineau, des déchets urbains. Donc quand on parle de déchets urbains, il y a les biodéchets ménagers qui vont être, triés, à la source, issus de restauration collective. Les déchets des grandes et moyennes surfaces, donc tout ce qui sont les invendus des marchés, invendus des supermarchés, les déchets verts et puis les boues de stations d'épuration. Donc le processus d'épuration des eaux usées va produire des boues qui peuvent aussi être méthanisées et donc être source de production d'énergie renouvelable. Donc tous ces différents intrants, ils sont chacun liés avec un potentiel méthanogène, un pouvoir méthanogène qui est différent. Quand on parle de pouvoir méthanogène, c'est la production de méthane par tonne de composants, et en fonction de leurs caractéristiques, ils vont subir des pré-traitements, des déconditionnements, de l'hygiénisation qui vont être, dépendants de leur typologie et ils vont être stockés plus ou moins longtemps et dans différentes conditions pour, pouvoir assurer une alimentation stable du méthaniseur. Puisque ensuite le digesteur, c'est, un peu comme, un fonctionnement d'un estomac, humain ou, animal et Non. donc avoir une alimentation continue, ça va être, important pour assurer l'alimentation du digesteur. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on peut poser des questions. Est-ce qu'on attend la toute fin? On peut poser des questions au fur et à mesure. Pour moi, vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Bonjour, Caméra Vésic, association PicPic Environnement du réseau, FNE Île-de-France. Vous avez dû certainement voir passer cette émission de Sur le front de Hugo Clément sur la méthanisation, qui était très, très à charge et du coup, nous, quand on fait nos animations auprès du grand public, on a eu beaucoup, beaucoup de retours et beaucoup, beaucoup de questionnements et c'est très intéressant là ce que vous présentez. Les, 3 constats sur cette émission. La partie déchets urbains que nous on connaît le mieux avec Moulineau, des déchets alimentaires, elle était passée en 5 minutes à la fin. C'est très, très rapide. Ils ont beaucoup insisté sur les autres déchets et sur les autres déchets, aussi bien sur la partie déchets industriels, sous-produits animaux et cetera pour le côté toxicité, ils ont beaucoup insisté là-dessus. Que va-t-on épandre dans nos champs finalement comme produits toxiques? Et au niveau des déchets agricoles, ce qui était sous-entendu dans cette émission, c'était qu'on comment dire? J'essaie de trouver les bons mots. On laissait de côté des productions utiles, vivrières et cetera, pour faire pousser des plantes qui iront directement au méthaniseur. Je ne sais pas si vous comprenez la phrase que je viens de dire? Oui, la concurrence, avec l'usage alimentaire, enfin, Voilà, c'est ce qu'il y a. C'était les 2 choses un peu importantes sur lesquelles ils ont insisté. Le côté, produits toxiques que l'on met en méthanisation et le côté concurrence avec la production alimentaire et c'est dommage parce que les déchets urbains, ils en ont parlé, 5 minutes à la fin et voilà, je ne sais pas Mmh. si je vous le dis Oui. maintenant si vous voulez réagir même plus tard. Alors, Caméra, tu sais ce qu'on va faire plutôt, c'est pour ces questions de fond que tu poses, on va plutôt les traiter après dans le débat. Là, s'il y a des questions de compréhension sur l'exposé qui vient d'être fait, elles peuvent être posées maintenant. Moi, je vous Ça me propose va, de ça me va. plutôt faire comme ça. Voilà. Donc, Ah, Camille, donc peut-être vous je poursuivez?
Je poursuis, parfait. Donc, peut-être pour revenir sur ce processus de digestion, anaérobie, donc, qui va être l'étape au cours de laquelle va se produire le biogaz. Donc, vous voyez ici, un plan en coupe d'un digesteur avec, donc les agitateurs qu'on trouve à l'intérieur, de ce digesteur. Donc, la matière va être, chauffée autour de 35 et 40 degrés, agitée en continu pendant, plusieurs dizaines de jours pour pouvoir, fabriquer ces 2 composants dont je viens de parler. Le biogaz qui va plutôt remonter et être capté, en haut du digesteur, et puis le digestat qui va être capté vers le bas, et avec, donc cette typologie de projet, c'est ce qu'on appelle, nous, la voie liquide infiniment mélangée. Donc infiniment mélangée parce que ces matières organiques sont mélangées en continu dans ce digesteur. Et c'est la voie la plus représentée, en Île-de-France. Et donc ce biogaz, une fois intégré dans le enfin, une fois produit, il y a 2 voies. Il peut être, valorisé directement en cogénération, ou bien si on veut l'injecter dans le réseau de gaz naturel, il va devoir être épuré pour pouvoir, atteindre les mêmes propriétés que le gaz, aujourd'hui présent dans notre réseau, qui est essentiellement du gaz naturel. Donc il va y avoir cette étape d'épuration avant l'injection. Donc l'épuration, ça va consister à déshydrater, ce biogaz, donc enlever l'eau, à désulfurer, et puis, à décarboner, donc, enlever le CO2 qui est présent dans ce biogaz, pour pouvoir avoir à la fin un biométhane qui est à 97 de méthane. Ensuite, ce biométhane, qui est encore inodore à ce moment-là, il va être odorisé, donc avec un composant, une molécule, qu'on va ajouter pour pouvoir avoir cette odeur caractéristique, du gaz. On va avoir un contrôle qualité pour s'assurer que les paramètres physico-chimiques du biométhane sont similaires à ceux du gaz naturel, et que vont pouvoir permettre des usages qui sont similaires à ceux du gaz naturel. Et on va ensuite, le compter pour pouvoir savoir exactement combien est-ce qu'on a produit de gaz renouvelable, intégré dans le réseau. Donc ça, c'est pour la partie injection. Et puis pour la partie digestat, vous voyez, ce qui est produit, en parallèle. C'est cette partie, enfin, oula, je vois beaucoup de choses qui bougent sur l'écran. On a Donc, perdu la présentation là. ouais, on a perdu la présentation. Donc je redémarre en parallèle. Et donc, ce digestat, il va être, stocké, et il va être prêt, ou bien sous forme, liquide, ou bien sous forme, solide, à être, utilisé en fertilisation et en amendement sur les terres agricoles. Et donc, si on veut, voilà, avoir quelques données clés, quelques valeurs, représentatives, bah, généralement, un projet de méthanisation, c'est l'association de 2 à 4 exploitations agricoles. Alors parfois beaucoup plus, hein, donc, c'est difficile de faire, une moyenne. Il y a certaines unités de méthanisation qui réunissent, 80 agriculteurs, moins en Île-de-France, mais dans certains territoires, c'est le cas, qui vont produire, valoriser environ 10 à 15 000 tonnes d'intrants, pour avoir une production de 100 normomètres cubeurs, ou une dizaine de gigawattheures par an. Et donc, cette production énergétique, c'est l'équivalent, si on veut parler, en usage, du chauffage de 1 500 maisons à RT 2012, ou de faire rouler, 40 bus au bio-GNV pendant 1 an. Puis ça va permettre de réduire, puisqu'il y a l'usage du digestat, ça va permettre de réduire l'utilisation des engrais de synthèse à peu près de moitié, et donc, le retour au sol de la matière organique. Donc voilà, là vous avez, l'illustration de l'économie circulaire, où finalement les intrants du territoire, donc, les résidus de culture, les déchets qui sont produits sur le territoire, vont être, valorisés dans ce process de méthanisation pour, avoir un retour au sol de la matière organique via le digestat, et les différents usages, en remplacement du gaz naturel pour l'eau chaude, la cuisson, le chauffage ou la mobilité, avec, tout ce qui est mobilité au bio-GNV. Donc, les bennes ordures ménagères, les bus. Vous devez voir, peut-être en Île-de-France circuler, ces véhicules avec écrit « Je roule au bio-GNV ». Bah, voilà, c'est aussi à travers ces process de méthanisation agricole qu'on fait rouler tous ces véhicules en Île-de-France. Là, on a une question de compréhension dans le chat, que Michel Dubromel nous pose.
qu'est-ce que c'est que la maison RT 2012? Oui, bah, RT 2012, c'est une réglementation thermique de 2012, donc c'est une maison Vieux, construite selon la réglementation. Ah oui, c'est vieux, bon, c'est on peut vieux. en prendre une autre. Si on prend la BBC, ça fait encore plus de logements, hein, parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une réglementation environnementale pour les bâtiments qui est encore plus performante, donc une consommation moyenne par logement qui est encore plus performante. Il faut bien prendre une référence. On pourrait tout à fait en prendre une autre, ça pose, pas de difficulté, c'est uniquement voilà, une valeur de conversion à partir d'une consommation moyenne d'un bâtiment, d'un bâtiment. Aujourd'hui, tous les bâtiments ne sont pas encore alertés 2012, même. Excusez-moi, j'ai été éjectée quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. Que devient le CO2 qui est récupéré? Alors le CO2 aujourd'hui, c'est un CO2 dit biogénique. La plupart du temps, il est relâché, directement à travers le process d'épuration. Mais il y a de plus en plus de producteurs qui réfléchissent à une valorisation de ce CO2. Donc il peut y avoir des valorisations multiples, que ce soit des usages, agricoles dans des serres par exemple, des usages techniques pour pouvoir faire de la carboglace, voilà, des désherbants, ouais, différents usages techniques du CO2. Puis on a une expérimentation en Île-de-France, qui va arriver, de séchage du bois aussi, à travers, un process, qui valorise le CO2. Donc voilà, le CO2 de méthanisation aujourd'hui, c'est, un CO2 qui a de la valeur et la réflexion, c'est plutôt comment est-ce qu'on crée, un circuit court de la valorisation du CO2 sur le territoire avec des usages locaux et des producteurs locaux pour, pouvoir, valoriser au mieux cette production-là aussi. Mais pour le moment, il est relâché dans l'atmosphère. Tout à fait. C'est un CO2, Donc, c'est un polluant. c'est un CO2 biogénique, donc Mais non, en fait, il n'y a pas de CO2 bio et de CO2 pas bio. Pas plus, il y a de CH4 bio et de CH4 pas bio. Ça alors n'existe pas. je peux vous expliquer pourquoi Vous avez un label réglementaire pour dire que c'est bio? c'est absolument pas, un label, c'est une question de comptabilisation carbone. Donc, comptabilisation carbone, qui est, voilà, selon des référentiels qui sont, celui du bilan carbone de l'ADEME. En fait, c'est une question de comptabilité. Est-ce qu'on est dans un cycle court du carbone ou est-ce qu'on est dans un cycle long du carbone? Est-ce qu'on est puiser dans des nouvelles ressources naturelles pour pouvoir, ajouter de bon, je vois, on a dit les questions à la fin, donc je ne veux pas perturber les éléments, mais c'est une question de cycle court du carbone. Est-ce qu'on vient puiser dans de nouvelles ressources naturelles pour émettre ce CO2 ou est-ce que ce CO2, il a été capté dans une durée courte? Là, il se trouve par la croissance des plantes ou l'alimentation des animaux. Et donc, il a été capté dans un temps court. Effectivement, il est réémis. Vous avez tout à fait raison, hein, il y a un principe de base qui est le principe de Lavoisier qui fait qu'il n'y a pas de création. Rien ne se perd, voilà, tout se transforme. Mais il a été capté dans un circuit court. En termes de bilan carbone, il ne contribue pas ou il n'a pas la même contribution au réchauffement climatique. J'aime mieux la deuxième phrase. Bon, mais en effet, peut-être qu'on reviendra sur cette question dans le débat. Camille, je vous laisse continuer. De mon côté, j'avais terminé mon exposé, donc je vais passer la main à la REC pour la présentation de la filière méthanisation en Île-de-France. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alizée Détombe, je suis chargée d'études de projet énergie biomasse, à la fois méthanisation et aussi filière méthanisation et bois-énergie au sein de l'AREC, qui est le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Je vais vous présenter l'état des lieux régional de la filière francilienne. Alors, tout d'abord, petit point sur Prometa. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? J'entends un écho. Merci. Camille, tu peux passer à la diapo suivante. Il faut fermer ton micro. Je sais, pour l'instant, ah voilà, voilà. Merci. Donc, je vais vous présenter Prometa, qui est le cercle francilien de la méthanisation. En fait, l'initiative vient du Conseil régional d'Île-de-France
qui a sorti son plan méthanisation qui a été adopté en novembre 2019, qui intègre différentes actions et objectifs liés à cette filière-là, dans le but de l'accélérer, de la développer, et notamment qui intégrait la mise en place d'une animation territoriale pour à la fois rassembler, diffuser des informations, actualités diverses relatives à la méthanisation pour les porteurs de projets et également donc que ce soit les porteurs de projets privés ou porteurs de projets que ce sont dans les collectivités. Et donc, du coup, tout ça, on s'est structuré en consortium d'acteurs que vous voyez ici présents. Donc, je suis en charge de l'animation, de la coordination aux côtés du pilotage de la région et de deux départements. On a aussi GRDF, GRT Gaz, la Chambre d'agriculture et les services de l'État. Alors, nos missions, donc voilà, je l'ai dit, accompagner, toujours dans le but aussi d'informer ce que c'est la méthanisation. On fait énormément d'outils de communication, on fait des visites, même qu'une visite vaut mieux que 10 ou 20 webinaires et présentations. Donc voilà, on essaye de mettre en avant ceci. On a un site internet que je vous invite à consulter pour le partage des activités de la filière et de toute cette animation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Tac. Pour ce qui est des dynamiques en région, je ne sais pas si c'est un peu long pour la diapo suivante. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé, dynamique au niveau du région conseil régional. Il y a aussi le schéma régional climat, air, énergie qui est de 2012 et qui est aujourd'hui en révision, mais qui a pour but de fixer des objectifs et des actions dans différentes filières ENR et dont la méthanisation. Aujourd'hui, je m'étale pas là-dessus parce que étant en révision, les objectifs sont peut-être un peu obsolètes à ce jour. Au niveau local, échelle départementale, il y a l'initiative Cap Méta 77 du département de Seine-et-Marne, notamment très moteur dans le développement de cette filière qui avance dans via une charte et divers plans d'action. Et aussi, en maille encore plus petit, au niveau local, on a dénombré 14 collectivités EPCI d'Île-de-France qui ont notamment des fiches actions dans leur plan climat, air, énergie, les PCAET. Donc, c'est diverses actions qui ont pour but à la fois des actions très concrètes de développer des unités ou plus des actions beaucoup plus larges qui va être explorer la piste d'une éventuelle de gisement ou c'est à plusieurs stades possibles. Alors, diapo suivante. Je vais montrer des cartes qui sont plus parlantes. Alors, en Île-de-France, les cartes, c'est vrai qu'elles sont un peu plus petites, mais je vous invite à aller sur notre site internet Prometa. Les cartes sont dispo en très grand et sont aussi interactives. On peut savoir la localisation plus précise des unités. Donc, au 1er janvier 2023, on dénombrait 61 unités en fonctionnement. Donc cela, c'est par type de porteur. On a des unités agricoles. Ensuite, on a des unités 9 stations sur station d'épuration, comme expliquait Camille précédemment. Des unités territoriales, qui sont des unités portées à la fois par des collectivités ou mix avec privés ou agriculteurs aussi. Unité industrielle et aussi une grosse unité qui traite la fraction fermenticible des ordures ménagères, la partie qu'on peut méthaniser, utiliser le biogaz. Et voilà, après des projets qui sont recensés. La diapo suivante, cette fois-ci, c'est quasi la même carte, mais qui va montrer en fait le mode de valorisation du biogaz. Donc, sur ces 61, 45 unités, elles injectent le biométhane dans les réseaux de gaz. C'est ce qu'a présenté
a présenté Camille précédemment. Il y a aussi des unités qui vont pouvoir utiliser leur biogaz en cogénération, c'est-à-dire qu'elles vont valoriser à la fois la chaleur et l'électricité. Alors, la plupart du temps, en premier lieu, c'est en autoconsommation, pour ses propres besoins électriques, et ensuite le surplus va l'injecter, donc c'est la grosse majorité de l'énergie produite va l'injecter dans le réseau d'électricité, et voilà, l'utilisation de la chaleur pour ses propres besoins, donc de station d'épuration, a besoin de chaleur pour ses process. Voilà, il y a encore des unités qui valorisent la chaleur seule uniquement. Voilà. Voilà. Je vais passer à la diapo suivante. Là, c'est un peu plus précis sur la répartition des départements sur ces types d'unités. Voilà, avec la méthanisation agricole fortement implantée dans le département de Seine-et-Marne de 77, la méthanisation des bouts de stations d'épuration, qui est historique, parce que ça a démarré en 1940, il me semble, qui sont répartis sur ces 9 steps sont répartis sur tous les départements, et territorial, voilà, avec capacité territoire très hétérogène à ce stade début 2023, mais qui pas tarder à bouger avec la réglementation sur les biodéchets. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Concernant les modes de valorisation énergétique, voilà, comme essentiellement la méthanisation agricole est très tournée vers l'injection de biométhane, puisque associé à ces méthaniseurs-là, il n'y a pas de besoin de chaleur ou d'électricité précis, juste à côté. Voilà. La cogénération, c'est 16% des méthaniseurs. Et voilà, la méthanisation des bouts de steppe de ces 9 unités, leurs modes de valorisation sont variés et en évolution. En fait, aujourd'hui, à ce stade, on avait 3 en injection, 3 en cogénération et 3 en chaleur seule. Mais par le passé, c'était différent. Il y en avait qui valorisaient même pas leur biogaz, il était juste torché. Aujourd'hui, elles se tournent vers des modes de valorisation, et ces modes de valorisation, même en l'état actuel, vont être amenés à évoluer. Voilà. Pour les diapos suivantes, voilà, j'ai mis la répartition des intrants, des méthaniseurs donc sur l'année 2021, parce que le bilan 2022 n'est pas encore publié. Petit aparté sur ce bilan, en fait, la REC avec attendez. Excusez-moi. En fait, dans la continuité de ces travaux avec les acteurs institutionnels franciliens, tout ce travail de suivi de filière de méthanisation, on fait on récolte des données transmises par les exploitants sur des questionnaires, voilà, qui vont à la fois alimenter dont les institutions ont besoin pour ce suivi-là sur des données obligatoires à transmettre. Et en fait, nous, on va aussi, en tant qu'AREC, les récupérer et voilà, un peu traiter ces données-là pour sortir dans ce groupe de travail DRIAD, DREAF, de l'ADEME, un bilan qui sera publié sur le site internet et diffusé, qui fait un bilan de la filière méthanisation à chaque fois, chaque année. Donc là, le bilan 2021, c'était le 3e qu'on publiait. Là, le 2022, il est en train d'être écrit. Et donc voilà, c'était pour d'où viennent ces données. Donc ces données transmises par les exploitants. Et donc voilà, en 2021, on a le panel de tout ce qui est rentré dans les méthaniseurs franciliens. Alors le focus avec le rond, c'est les méthaniseurs hors step. En fait, on va distinguer les méthaniseurs hors step des méthaniseurs step, parce que les intrants peuvent pas se mélanger entre eux. Ce qui concerne les bouts de station d'épuration sont vraiment traités dans des méthaniseurs à part, et on les mélange pas. Pareil pour les digestats, on les mélange pas. Donc on avait plus de 300 000 tonnes de matière brute, 68% d'intrants agricoles, donc c'est ce qui est de vert clair à vert foncé. On a intégré les pulpes de betterave qui représentent 20% de ces
de ces intrants. En fait, c'est des betteraves qui sont cultivées par les agriculteurs, sont envoyés dans des industries agroalimentaires qui font du sucre, et ensuite les pulpes reviennent à ces agriculteurs méthaniseurs. Voilà, et ensuite ils répandent eux-mêmes les digestables liés à tout ça. On a 12% de tout ce qui vient des industries agroalimentaires, des sous-produits à la fois végétaux, animaux, etc. Ah, pardon, j'ai perdu la diapo, là, ça a changé. Ensuite, de mémoire, alors en 2021, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut remettre la diapo? Voilà. Les biodéchets, donc en 2020, représentaient 13%. Donc voilà, ce qu'on disait précédemment, les déchets alimentaires des collectivités, des supermarchés, de cuisine, voilà. Et donc, à part les méthaniseurs STEP, où cette fois-ci, on parle en tonnes de matière sèche de boue, parce qu'en fait, les boues représentent énormément d'eau, et donc ça représenterait plusieurs millions dizaines de millions de tonnes de matière brute, mais bon, voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai écrit. Et voilà, diapo suivante. Sur la dynamique, je n'ai plus de mémoire. Sur l'évolution, voilà, du nombre d'unités de mise en service, il y a eu un gros boost. Donc ouais, tout d'abord notez que voilà, ça vient il y a très longtemps, en 1940, qui s'est peu à peu développé. Et en fait, tout d'abord via les unités en fait sur station d'épuration. Et ensuite, la méthanisation agricole, elle est venue à partir de 2013. Il y a notamment eu le premier site de méthanisation agricole en injection en Île-de-France. Et d'ailleurs, en France, là, c'était les 10 ans de la méthanisation là, ce dernier week-end. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Oui, forte augmentation entre 2016 et 2020, qui a notamment été boostée par des appels à projets communs entre la région et l'ADEME, enfin un appel à projets commun. Voilà, on a peu de visibilité sur les années suivantes, finalement, même si on sait que ça va tendre à évoluer quand même avec notamment cette réglementation biodéchets, mais quand même peu de visibilité sur les projets. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour. Alors, si vous avez des petites questions, Très bien, mais merci, juste de merci, compréhension. Ouais, voilà. merci Alizée. On a pris un petit peu de retard, donc on va Oui. passer peut-être sans transition à Stéphane Martinez, qui est le fondateur de Moulineau, et qui va nous parler des enjeux de la collecte en milieu urbain et rural, les freins et les leviers. Donc, Stéphane, c'est à vous. Bonjour Stéphane. On ne vous entend pas encore. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Je crois que Monsieur Martinez a un problème de connexion. On dirait, ouais. Camille, vous avez réussi à l'avoir en ligne, Stéphane? Peut-être à ce moment-là, est-ce qu'on va inverser l'ordre des interventions? On pourrait demander à... J'ai Monsieur Martinez au téléphone. Je vais essayer de faire en sorte de partager au maximum, au mieux son intervention, en espérant que vous puissiez l'entendre au mieux. Stéphane, on vous écoute. C'est pas... Ils vous entendent pas. On ne vous entend pas, Stéphane. Peut-être qu'en attendant de résoudre ce problème technique, on va inverser l'ordre des interventions et demander à Bernard Loup de nous faire un
un point sur les enjeux environnementaux de la méthanisation agricole. Bernard, si tu veux bien. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, rapidement, pour une présentation, jusqu'au mois de juin, j'étais président de Val d'Oise Environnement, qui est maintenant devenu FNE Val d'Oise. Je ne suis pas un expert, un spécialiste de la méthanisation, mais c'est les responsabilités au niveau de Val d'Oise Environnement qui m'a mené à travailler ce sujet. Et donc, je dirais que je suis plutôt sur le sujet un autodidacte. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Je crois que c'est GRDF qui pilote. Oui. Ça y est. Non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est dans l'autre sens. Oui, c'est celle-là. Donc, pour préparer cette intervention, ben, je suis allé sur Google et ce que j'ai relevé, c'est des données sur une étude pilotée par l'INRAE. Bon, il y a un R de trop dans ma diapo, je m'en excuse. Mais voilà, et les interventions de GRDF et de la REC, mais surtout GRDF, l'ont véhiculé régulièrement. C'est la fausse idée que quand on parle de méthanisation, on a tendance à penser déchets ou résidus agricoles. Là, cette étude-là, qui est introduite en parlant de résidus agricoles, est complètement non crédible, étant donné que concrètement, on sait que ce ne sont pas des résidus agricoles qu'on met dans les méthaniseurs agricoles. Donc, à partir du moment où on démarre une étude sur cette base-là, on peut se poser des questions sur les conclusions qui en sont tirées, avec des impacts environnementaux majoritairement bénéfiques ou neutres. En cas de méthanisation, on ne peut pas, et je vais y venir dessus, dire continuellement, et GRDF l'a dit, il y avait une belle vache qui indiquait une unité d'ordure ménagère. Parlons de déchets, ne parlons pas de déchets, parlons de matière organique. Effectivement, dans la méthanisation agricole, on met de la matière organique, mais qui, pour l'essentiel, ne sont pas des déchets de l'agriculture. La slide suivante. Donc voilà, les méthaniseurs agricoles en fonctionnement. On a eu la chance dans le Val d'Oise de ne pas être impacté dès le début de la méthanisation agricole et on a pu bénéficier de l'expérience des départements voisins, que ce soit la Seine-et-Marne, où la méthanisation, on vient de le voir, s'est beaucoup développée, la méthanisation agricole, mais également l'Oise, qui est un peu à la même enseigne que la Seine-et-Marne, bien que ne faisant pas partie de l'Île-de-France. Bon, là, dans l'Oise, ils ont eu une charte de bonnes pratiques, mais on s'aperçoit que la charte des bonnes pratiques pose des problèmes sur la question de l'utilisation de l'eau et du partage de l'eau. On s'aperçoit que majoritairement, ce que l'on met dans les méthaniseurs agricoles c'est de la production de matières méthanisables, mais ce ne sont pas des déchets, c'est minoritairement des déchets qui ne justifient pas à la fois la construction d'équipements industriels aussi lourds pour une exploitation agricole et qui risquent d'être catastrophiques pour l'avenir de l'agriculture, largement subventionnés. Et ça aussi, c'est important. Pourquoi ça s'est développé? C'est parce que c'est fortement subventionné et ça rentre dans la politique du gouvernement de production d'énergie. Mais ce ne sont pas des déchets. Je pense que là, il faut insister là-dessus. Donc, on a eu 3 projets dans le Val d'Oise. 2 sont en procédure juridique, un a été abandonné
Et on a un autre qui est en méthanisation agricole de fumier de cheval. Mais je tiens à rappeler quand même aussi que le fumier dans l'élevage paysan est nécessaire pour l'agriculture. Et il n'y a pas besoin de le méthaniser. Et c'est certainement de meilleure qualité pour le sol d'utiliser le fumier, mais pas dans l'élevage industriel, c'est dans l'élevage paysan. Donc là, on est sur une problématique de politique agricole. L'agriculture a besoin de matière organique, a besoin du fumier, mais le fumier, il n'a pas besoin de passer par la méthanisation dans la mesure où on n'est pas dans l'élevage industriel, mais qu'on est dans l'élevage paysan. Et on a une grosse exploitation bio dans le Val d'Oise qui a réintroduit de l'élevage, qui a réintroduit des troupeaux de moutons et de bovins pour mettre en bio cette grosse exploitation agricole de 300 hectares de production céréales et de légumes en bio, l'a réintroduit, mais il n'y a pas besoin de méthanisation pour ce type d'agriculture. Donc c'est une voie qu'au niveau de FNE Val d'Oise, que l'on critique énormément, une voie agricole d'agriculture industrielle. On a un méthaniseur, au moins un méthaniseur de bout de station d'épuration au niveau du SIA de Bonneuil en France. Mais quand alors on a dit qu'on ne mélangeait pas, et j'ai entendu précédemment qu'on ne mélangeait pas le digestat des méthaniseurs de bout de station d'épuration. Quand on pose la question au SIA du Crou et du Petit-Rhône sur ce que devient le digestat, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il est mélangé. L'entreprise qui a remporté l'appel d'offres pour traiter le digestat, mais pour l'instant, le SIA du Crou et du Petit-Rhône ne se préoccupe pas beaucoup de l'avenir de son digestat. Et d'après ce que j'ai pu savoir, il est mélangé avec sur des stations de compostage, mais c'est pour que ça puisse être répandu en agriculture. Il y a effectivement un mélange sur plusieurs stations de compostage et qui permet d'abaisser et de le rendre acceptable. Donc on n'est pas sur une filière vertueuse. Je pense que si on approfondissait, en tout cas directement, ce digestat ne peut pas être répandu en milieu agricole directement. On le mélange et on abaisse son taux d'intrant qui fait qu'il ne pourrait pas être répandu parce qu'on le mélange avec d'autres du compostage plus propre. Donc c'est loin d'être vertueux. Et là aussi, c'est loin d'être satisfaisant, même si on n'a pas approfondi la question. Sur la ressource en eau, on a cet été dans l'Oise, y compris l'association des maires de l'Oise, a demandé d'interdire l'irrigation sur les cives d'été. Et comme c'est les cives d'été qui alimentent de façon importante les méthaniseurs agricoles, on voit tout l'impact qu'il y a sur la ressource en eau et l'accaparement également de la ressource en eau. On l'a dans le Val d'Oise, un nombre de forages agricoles importants qui ont été demandés et validés par la préfecture. Et il y a un accaparement de l'eau à travers ces activités agricoles subventionnées que sont la méthanisation agricole. Sur la collecte des biodéchets, il a été dit qu'elle était obligatoire en 2024. Ce qu'on constate, c'est que tous les syndicats y vont à reculons. Il y a de nombreuses subventions qui sont attribuées en ce moment aux syndicats de gestion des déchets, sans aucun engagement de leur part de résultats. En particulier, on sait qu'il y a 35% de biodéchets dans la poubelle. Il n'y a aucun engagement dans les subventions attribuées par l'ADEME aux syndicats, d'engagement de collecter, je ne parle pas des 35%, je sais que c'est difficile, mais au minimum 20% et au-delà de 20% de la matière organique qui va encore dans les incinérateurs. Et je suis persuadé que ces quelques pourcents qui seront collectés, pour la bonne raison que c'est compliqué de collecter les biodéchets et qu'on ne va pas
convaincre nos concitoyens à les mettre dans un bac séparé tant qu'on ne passera pas à la redevance incitative. Je ne vais pas m'étendre davantage, mais je crois qu'on n'a pas mis en œuvre les bonnes conditions pour collecter au minimum 20% de ce qui est dans la poubelle. Ce n'est pas 20% des biodéchets, c'est en collecter 50% des 35% de la poubelle. Quand je dis 20%, ce n'est pas 20% de la poubelle, c'est en fait collecter 50% des 35% de biodéchets qui vont dans l'incinération. Donc, il n'y a aucun engagement de résultat. Et on a eu au printemps le débat sur le méthaniseur des biodéchets de Gennevilliers. On ne convaincra pas. J'étais très favorable à ce méthaniseur, mais quand on apprend à la fois que ça coûte 2 fois plus cher que l'envoi des biodéchets dans les incinérateurs, et qu'on ne passe pas à la redevance incitative et qu'on n'a pas un procédé technique compétitif par rapport à l'incinération, on ne va pas dire, les syndicats ne vont pas dire aux habitants collectez vos biodéchets séparément et puis vous paierez le double. Il faut que le traitement des biodéchets des habitants soit moins cher ou égal à l'incinération. On ne peut pas encourager et réussir la collecte des biodéchets si on n'a pas mis avant un procédé technique compétitif par rapport à la méthanisation, à l'incinération, où on augmente, parce que ça veut dire que l'incinération ne paie pas ses coûts environnementaux, techniques et environnementaux. Dans ce cas, il faut augmenter de façon significative l'incinération, mais il faut trouver un procédé de traitement, et je dis bien de traitement, parce que je ne suis pas convaincu qu'il n'y aurait pas un procédé de compostage industriel des biodéchets. On ne peut pas composter les biodéchets qui vont à l'incinération comme on composte les déchets verts des ménages, qui est une filière qui est à peu près mature, qui fonctionne à peu près, mais qui serait améliorée si on passait à la redevance incitative. Mais je n'exclus pas personnellement le procédé de compostage, et sachant que la matière qu'on obtient par compostage au niveau des sols est beaucoup plus intéressante que le digestat. Et quand on apprend que le méthaniseur de Gennevilliers envisage d'envoyer le digestat en Normandie et pas sur les espaces agricoles de l'Île-de-France, on peut s'interroger sur le procédé PAPREC. Là aussi, c'est un point faible de ce procédé-là, de mettre le digestat sur des barges pour les envoyer en Normandie, alors qu'on a des espaces agricoles. Si c'est d'une bonne qualité, gardons-les surtout en Île-de-France. Voilà pour ce qui est des biodéchets. Si tu peux conclure rapidement, Bernard, s'il te plaît. Rapidement, pour conclure, 3 ou 4 idées. Les collectivités travaillent sur le plan alimentaire territorial. Il faut faire le choix entre alimentation ou énergie. La priorité pour les espaces agricoles, pour nous, c'est l'alimentation. Pour les énergies, il peut y avoir le vent et les panneaux photovoltaïques. Je pense qu'il faut les espaces agricoles, en priorité, c'est l'alimentation. Je rappelle que dans le Val d'Oise, on est à 3% de surface agricole utile en bio, et ce n'est pas par la méthanisation agricole qu'on va encourager le bio. Et donc, on a besoin d'encouragement, de subventions pour la bio plutôt que pour faire des méthaniseurs agricoles. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a un enjeu. Est-ce qu'on veut développer l'agriculture industrielle où les exploitations agricoles équipées de méthaniseurs agricoles il ne sera pas possible de les reprendre par des paysans. Ça ne pourra être que des sociétés industrielles qui reprendront ces exploitations agricoles avec des méthaniseurs agricoles parce qu'elles seront hors de prix et totalement inaccessibles à ceux qui veulent s'installer en agriculture. Donc il y a l'enjeu derrière tout ça, c'est quelle agriculture veut-on, une agriculture industrielle ou une agriculture paysanne. Pour ce qui est des FNE Val d'Oise, on choisit bien évidemment l'agriculture paysanne. J'en ai terminé. Merci beaucoup Bernard. Écoute, tu as posé beaucoup de questions avec lesquelles on a de quoi débattre. Ça rejoint les questions
posée Tout à par fait. PIC. Tout à fait. Je ne sais pas si Stéphane Martinez peut prendre la parole maintenant, si on l'entend, si il est parmi nous. Je crois qu'il a toujours les mêmes difficultés d'ouverture du micro. D'accord. Bon, eh ben, on va lui laisser peut-être encore un petit peu de temps pour les réglages et demander Oui, c'est à bizarre Michel parce que moi aussi, je me suis fait virer 2 fois de la visio. Ok. Bon, bref. Et demander à Michel Dubromel de FNE National, hein, Michel, si tu veux prendre la parole maintenant pour nous parler de la trajectoire française de transition énergétique. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bon, je vais essayer d'être assez bref, mais de toute façon, Merci. la vedette a été volée puisque dimanche soir et hier, le président a fait toutes les déclarations. Je rappelle quand même sommairement qu'une loi avait défini qu'il devait y avoir une loi énergie-climat votée avant fin juillet, je rappelle l'année 2023. Donc cette fameuse loi, apparemment, suite aux déclarations du président hier, il ne souhaite pas la présenter au Parlement. Vous devinerez pourquoi. Donc on va se retrouver sans loi. On a quand même inquiétant d'avoir une trajectoire énergie-climat qui est définie sans une loi correspondante. On devra se contenter de la loi d'accélération énergie renouvelable et accélération du nucléaire. Mais quand même de rappeler ces éléments-là. Je rappelle que FNE est favorable à ce qu'il y ait une loi pour que ce soit la représentation parlementaire qui en débatte. Et quel que soit le résultat, nous on souhaite que la démocratie parlementaire existe. Donc, a priori, d'après les déclarations du président, nous devrons nous contenter d'une PPE, d'une programmation pluriannuelle de l'énergie et d'une SNBC, mais nous regrettons qu'il n'y ait pas un engagement et un vrai débat démocratique. Pour nous, il y a un défaut de démocratie. Passons maintenant à ce qui a été annoncé et qui devrait se produire. Les dispositions correspondantes qui sont stratégie nationale bas carbone et programmation pluriannuelle de l'énergie devraient être décidées par le gouvernement, mais à nouveau sans aucun débat démocratique. Et nous pensons que pour l'acceptabilité même des très gros changements, hein, on n'est pas sur un changement à la limite, c'est très mauvais pour l'acceptabilité de toutes les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient. Il y a eu des groupes de travail préparatoires à cette loi, même si elle n'a pas lieu. Ces groupes de travail, les conclusions ont été présentées par la ministre la semaine dernière, donc ça nous donne à peu près une indication des orientations, puisque ça va être décidé certainement de façon réglementaire. Je parle toujours, si, je suis désolé, hein, donc, qui ont donné, concernant le biogaz, les chiffres qui ont été indiqués correspondent à une trajectoire partant de 3 TWh en 2019. On va prendre l'évolution globale, là aussi, on ne l'a pas, puisqu'il n'y a pas de loi, avec une prévision en 2030, 28 TWh, et en 2035, vous allez quand même rigoler, une fourchette entre 35 et 61. Pourquoi cette fourchette? On ne sait toujours pas, mais donc quand même un projet important en termes de biogaz jusqu'à l'horizon 2035. Je rappelle que quand le gouvernement et l'État mentionnent le biogaz, il y a différentes sources. Il n'y a pas que la méthanisation, il y a aussi la pyrogazéification, c'est-à-dire à partir des forêts. Donc voilà la trajectoire prévue. Alors, deuxième remarque qu'il ne faut quand même pas oublier, un rapport est en cours sur la disponibilité de la biomasse. On l'a abordé tout à l'heure et c'était un des commentaires de Bernard. Il y a eu quand même des remarques concernant la disponibilité de la biomasse. Donc un rapport devrait être publié par le ministère
prévision début octobre sur la disponibilité de la biomasse, parce que ce soit la partie forêt ou la partie méthanisation, cette biomasse, il faut qu'elle soit disponible et il faut qu'elle soit mobilisable, c'est-à-dire utilisable dans les différents éléments. Donc voilà les enjeux. Je pense qu'il y a un projet d'évolution de la production de biogaz, hein, je reprends bien les termes, et en parallèle, et FNE sera très vigilant par rapport à cela, un inventaire, un bilan de la biomasse disponible en France, parce que la biomasse, on ne peut pas multiplier les petits pains, c'est uniquement une production annuelle, et au niveau des FNE, nous sommes très inquiets, que ce soit du côté méthanisation ou du côté forestier, sur les anticipations de disponibilité de biomasse. Voilà les quelques éléments, puisque le gouvernement ne se décide pas à lancer une loi. Voilà les suppositions que nous pouvons faire en fonction des déclarations qui ont été faites ou par le président ou par Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup, Michel, de cet éclairage important. Je vais essayer maintenant de... On va prendre les questions après, hein, si tu veux bien, Jean. Mais je vais donner la parole tout de suite à Stéphane Martinez en espérant que à travers mon portable, ça va fonctionner. Donc, Stéphane, à toi. Là, on n'entend pas. Hein. Je ne sais pas s'il parle. Là, ouais, il parle. C'est pas bon. On n'entend pas. On n'entend pas du tout, non. Ça marche pas, Stéphane. Est-ce que si tu peux essayer peut-être de déconnecter, de te reconnecter, peut-être ça. Ok. T'as Luc, fait ça Luc, plusieurs tu as mis fois. l'ampli. Tu as mis l'ampli, j'imagine, ouais, Luc. Je pense que oui, parce que moi j'ai tenté la même chose et vous n'entendiez pas du tout à l'heure non plus. D'accord, ok. Bon, eh ben, désolé Stéphane, c'est vraiment regrettable parce que pour t'avoir déjà écouté, je sais que ça aurait été un apport tout à fait important. Mais bon, voilà, c'est les aléas de la technique. Il faut qu'on fasse avec, malheureusement. En quoi le modèle Moulineau est-il innovant et particulièrement vertueux? Pourquoi faire partie de la grande famille de ses clients et partenaires? On vous explique. En France, les entreprises et les habitants génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets alimentaires chaque année. Bien que de nombreuses initiatives se soient développées, comme le compostage de proximité qui détourne une partie des flux, elles sont insuffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins. Des filières structurées sont indispensables. Moulineau crée des sites industriels qui répondent aux enjeux des biodéchets à grande échelle selon les besoins d'un territoire. Ils sont situés à proximité des zones de collecte pour massifier les biodéchets et ainsi optimiser la logistique, assurer une phase de pré-traitement consistant en une étape de surtri mécanique afin d'écarter toute erreur de tri résiduel et une phase d'hygiénisation qui élimine les éventuels agents pathogènes. Grâce à cette étape, nous produisons une soupe organique directement acheminée chez les agriculteurs méthaniseurs partenaires qui se chargent de la valorisation finale. La finalité du recyclage des déchets alimentaires doit être le retour au sol afin de nourrir des terres agricoles et faire repousser des aliments. Qui de mieux pour cela que des agriculteurs? Ils ont l'expertise et la connaissance de leurs terres. Moulineau a donc trouvé essentiel d'associer des agriculteurs dans cette démarche. Ensemble, nous maîtrisons la chaîne complète de valorisation, de la production du déchet jusqu'à son retour à la terre. Ce modèle garantit une économie circulaire et locale à l'échelle d'un territoire. Production de gaz vert et de fertilisants organiques, amélioration des pratiques agricoles et de la qualité de notre alimentation, création d'emplois locaux. Cette approche industrielle permet une gestion de haute qualité des biodéchets, évitant risques sanitaires et nuisant sur l'environnement. Notre modèle favorise aussi des économies d'échelle importantes, permettant la maîtrise des coûts de valorisation, tout en conciliant bénéfices écologiques, performance économique et création d'emplois verts. Bienvenue dans le modèle de valorisation by Moulineau. On va donc passer maintenant à la partie débat que vous attendez tous et peut-être repartir
de la question qu'avait posée Caméra en début de webinaire sur les digestats. On est revenu sur la question des digestats à travers l'intervention de Bernard Loup qui constatait que certains bouts de stations d'épuration étaient mélangés avant d'être répandus pour des questions de toxicité. Je pense qu'il faut qu'on ait un éclairage maintenant, et peut-être GRDF peut le faire, sur cette question à la fois de la possible toxicité de certains digestats et de la séparation des bouts de steppe qui, semble-t-il, d'après ce que nous disait Bernard, n'est pas toujours avérée. Donc, est-ce que Camille, peut-être, vous pouvez intervenir sur la question? Camille Poiroux? Je peux en donner une vision. Après, voilà, je ne suis pas. Non, mais tout à fait, on fait un débat. J'ai vu que le débat a démarré voilà, avec certains positionnements sur quelle est la position de GRDF et sa légitimité à intervenir sur tous les sujets. Et je suis assez d'accord qu'on n'est pas légitime à intervenir sur n'importe quel sujet. Donc, sur la partie digestat et épandage des digestats, effectivement, il y a des sujets réglementaires de qu'est-ce qui est autorisé ou pas pour un épandage de digestat. Donc, un digestat fait l'objet d'un plan d'épandage. Donc, c'est un sujet qui est suivi par la réglementation de très près. Donc, on ne peut pas éliminer un digestat en faisant n'importe quoi. Il y a donc un plan d'épandage, comme je le disais, qui est prévu, où on indique précisément quels sont les composés de son digestat, avec des mesures, des analyses qui sont faites régulièrement sur la composition physico-chimique du digestat, donc notamment pour pouvoir prévenir la présence de pathogènes ou d'autres matières dans ce digestat-là. Et ensuite, un plan d'épandage qui explique sur quelle parcelle, en quelle quantité et à quelle période on va épandre ce digestat, de manière à pouvoir contrôler le retour au sol de la matière organique et des différents composants du digestat sur les sols. Donc voilà, les pratiques qui seraient contraires à cette réglementation, si elles ont lieu et que M. Loup en a été témoin, je ne peux pas en attester, je ne représente pas les services instructeurs. Il y a un cadre réglementaire qui prévoit un plan d'épandage très strict pour ces épandages-là et un contrôle réglementaire. Merci beaucoup pour cette réponse. Jean, est-ce que tu veux intervenir maintenant? Jean Lyon? Juste sur les digestats, on a parlé de la réglementation du digestat. D'abord, ce n'est pas parce que la réglementation est insuffisante qu'elle est bonne, ça c'est certain. Et la deuxième chose, il n'y a pas un mot sur la qualité du digestat. 50% des études, grosso modo, disent que le digestat est un bon engrais et à peu près 50% qui disent que c'est un mauvais engrais, que c'est un engrais mort et un carbone mort. Pourquoi? Parce que la terre, c'est un truc lent et qu'on n'a aucun recul sur l'épandage de digestat sur le long terme. Et ça, GRDF n'a pas de réponse à ça. Vous avez fait faire des études qui consistent à dire que c'est formidable, mais il existe des études qui disent le contraire. Je ne prends pas parti, je décris simplement la situation et c'est un danger pour l'agriculture. La deuxième chose, c'est que on tend à aller vers des agriculteurs qui ne vont produire, cultiver que pour mettre dans les digestats. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas en France. Et on a arrêté en Allemagne, on a limité en Allemagne la construction des méthaniseurs sur ce principe. Non, alors là, sur ce point-là en particulier, il mérite quand même d'y avoir un point d'éclaircissement sur ce qui est autorisé et ce qui était autorisé en Allemagne et ce qui est autorisé au niveau français. Le modèle de méthanisation français s'est constitué aussi en tirant parti des retours d'expérience du modèle allemand et de ses dérives. Et il y a une limite réglementaire à l'intégration dans les digesteurs de ce qu'on appelle
les cultures principales, donc qui pourraient entrer en concurrence avec l'alimentation. Et dans la réglementation française, c'est limité à 15%. Donc on ne peut pas avoir le modèle tel que vous le décrivez d'un modèle à l'allemande. La réglementation encadre qu'il n'y ait pas des dérives de ce type-là avec des cultures énergétiques qui viennent en remplacement des cultures alimentaires. Donc là, sur ce point-là, c'est très précis et c'est réglementairement très encadré en France et on ne peut pas du tout comparer le modèle allemand du modèle qu'on a nous choisi de retenir au niveau français. Rien n'interdit de cultiver que des cives. La cive, c'est un couvert végétal, ce n'est pas une culture principale qui rentre en concurrence avec l'alimentation. Voilà, c'est sûr qu'il y a la réglementation et puis il y a la pratique. Il peut y avoir des grands écarts et on est bien placé pour le savoir à FNE. Mais en tout cas, merci d'avoir rappelé la réglementation qui normalement devrait faire loi. Martine Cohen a demandé la parole. Alors, c'est bon, j'ai le micro. Oui, ouais. En tant que simple citoyenne qui débarque un peu sur le sujet, qui commence à apprendre un petit peu sur le sujet, j'aurais envie d'avoir une sorte de, si l'ensemble du PowerPoint est disponible ensuite, une sorte d'introduction ou de conclusion, je vous le voir dans AFNE, sur les enjeux, d'une part, de tout le processus de méthanisation par rapport au processus de compost de quartier, j'ai envie de dire, hein, mais aussi, c'est-à-dire la question de l'industrialisation de cette méthode de transformation des déchets, hein, d'une manière générale. Et puis, presque à chaque étape, toutes les questions qui sont posées maintenant de la qualité du digestat ou de comment on produit ce digestat. Plusieurs questions qui sont évoquées, y compris par Bernard Loup au cours de route, là. Je trouve que ça serait bien d'avoir une introduction au PowerPoint, pédagogiquement, hein, je parle, hein, sur ces sujets-là, pour rappeler un petit peu les enjeux et pour faciliter à des personnes qui débarquent comme moi sur le sujet. J'ai à peine commencé à entendre parler de ce sujet depuis quelque temps, pour entrer facile, approcher et se former là-dessus progressivement. Voilà. D'accord, on va faire de la pédagogie, c'est promis. Ouais. Ce webinaire était là effectivement pour ça. Ouais. Michel, je ne t'oublie pas, mais on a Francis Redon qui a demandé la parole avant. Francis, si tu veux bien. Francis, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Francis. Décidément, on n'aura pas été épargné par les problèmes techniques. Donc, Michel, vas-y. Oui, moi, je fais écho. Ça y est. Pardon, Francis, si tu es en ligne, Francis, vas-y. Bon, est-ce que souvent c'est bon? Non, c'est bon. Je termine par rapport aux commentaires de Bernard Loup. Premier point, je fais le bilan du débat de controverse organisé au niveau des FNE. Et je peux confirmer que le point des digestats a été largement débattu. Premier point, les gens qui épandent des digestats doivent obligatoirement, c'est les bonnes pratiques, l'analyser tous les 15 jours. Voilà, je donne un élément de bonne pratique. Est-ce que c'est appliqué? Je vous laisse aller vérifier. Deuxième point, les éléments de métaux, ce qu'on appelle les ETM, éléments traces métalliques qui rentrent dans un méthaniseur, ressortent tels quels. Donc, s'il y a des bouts qui sont pollués, elles ressortiront polluées à la sortie. Voire l'affaire des seuils, mais un processus de méthanisation ne retire ni n'ajoute aucune trace de métaux. Donc, ce que dit Bernard, il faut bien vérifier les taux qui sont donnés. Donc, je précise, un processus de méthanisation, et ça a été partagé entre autres par Solagro, qui est expert dans le domaine, s'il y a des bouts pollués au départ, on retrouvera au niveau des éléments traces métalliques les mêmes éléments à la sortie. C'est des points d'information qui proviennent du débat de controverse que vous trouverez sur le site des FNE. Ok, merci. Donc Michel, vas-y, à toi. Bon, alors, merci. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Bon, donc moi je fais partie de la commission régionale des aides de l'ADEME,
pour FNE Île-de-France, depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai vu une trentaine de projets et j'ai voté pour une trentaine de projets de méthaniseurs en Île-de-France. Donc, j'ai une certaine vision et j'en ai visité 2, de A à Z. Donc, j'ai entendu un certain nombre de choses et des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Je pense qu'un méthaniseur agricole ne fonctionne bien que si on lui met à l'entrée des choses bien, des choses bonnes, c'est-à-dire des produits d'origine agricole. Si on s'amuse à lui mettre des bouts de steppe, etc., ressortiront des cochonneries à la fin. D'autre part, je suis un ancien microbiologiste du CNRS et j'étais spécialisé dans la microflore digestive. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans un méthaniseur. Et lorsque les bouts, les digestats ressortent du méthaniseur, si vous avez fait rentrer des cives et des résidus agricoles de bonne qualité dans le méthaniseur, le digestat est de bonne qualité et fera un très bon engrais. Il aura même été enrichi par les microbes qui se sont développés et qui sont tués quasiment, puisque ce sont des microbes qui ne sont pas résistants à l'oxygène. Donc, dès qu'ils sortent, ils vont être tués naturellement. Donc, la controverse qu'il peut y avoir, c'est si on rentre des choses qui n'ont rien à faire dans un méthaniseur. Et pour moi, les bouts de steppe, normalement, elles devaient être incinérées. C'était la tradition dans le temps. Les bouts de steppe étaient incinérés, on ne pouvait rien en faire. Donc, si on veut gagner un peu de méthane, on peut toujours méthaniser. Nous sommes des producteurs de méthane, hein, et nous sommes aussi des producteurs de gaz carbonique. On en produit 500 kg. Chaque adulte produit 500 kg par sa respiration et ses déjections de gaz carbonique par an. Donc, vous voyez, c'est aussi quelque chose qui est dans le cycle de la nature. Alors, effectivement, si on trompe le cycle de la nature en mettant autre chose dans les méthaniseurs, ça, je sais bien, mais la réglementation est dans tous la trentaine de dossiers qu'on a eu à examiner. C'était toujours les cives, c'est-à-dire les composés d'industrie d'énergie, oui, les couverts végétales, ouais. de couverts végétal, sont limités à 15%. Je ne vois pas, on ne fait pas comme en Allemagne, on ne met pas du maïs. Oui, ok, Michel. Hein, donc, il faut arrêter. Alors, concernant l'irrigation, j'ai entendu aussi tout à l'heure quelque chose. On irrigue en Île-de-France moins de 20 000 hectares sur presque 560 000 hectares de terres agricoles. Donc, il faut arrêter de dire qu'on va consommer de l'eau. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va se passer maintenant. Mais l'état actuel, c'est très peu d'irrigation. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas dans la réalité en ce moment. Ok, voilà, merci Michel. Sophie Kunk a demandé la parole. Sophie? Oui, bonjour. Donc je suis Sophie Kuhn, je travaille au département de Seine-et-Marne et comme ça a été présenté tout à l'heure, donc le département est porteur d'une politique pour le soutien à une filière d'une méthanisation durable, vertueuse et principalement agricole. Donc oui, je voulais juste intervenir sur, alors là, puisqu'on parle de la question du digestat, moi je voudrais, il a été fait mention d'études par le monsieur donc, de FNE Val d'Oise. Je voudrais quand même renvoyer à une étude qui a été réalisée sous le pilotage de la DRIAF et réalisée par l'INRAE, qui a montré de façon scientifique la performance agro-environnementale de la méthanisation. Donc, c'est une étude objective qui pose un certain nombre de constats et notamment sur la question des digestats. Donc, cette étude, elle est en libre téléchargement avec une synthèse accessible à tous sur le site du ministère de l'Agriculture. Peut-être que, Alizé, tu pourrais remettre dans le chat la référence, hein, puisque la synthèse est vraiment accessible à tous.
Donc, un certain nombre de points sont abordés, hein, notamment sur la question de la qualité agronomique des digestats. Ça montre notamment que d'un point de vue du carbone, les digestats présentent un très grand intérêt et un meilleur intérêt d'un point de vue agronomique que les matières entrantes non méthanisées dans le digesteur. Ça souligne aussi, hein, puisque tout à l'heure, M. Duvaldoise a fait mention de l'agriculture biologique, les digestats sont autorisés en agriculture biologique. Et c'est d'ailleurs un des seuls moyens pour l'agriculture bio d'avoir des apports en azote minéral. Donc, c'est donc un intrant qui est respectueux des sols. Alors, je rejoins, hein, ce que la personne qui a parlé avant moi, hein, bien évidemment, l'enjeu, c'est la qualité de la matière entrante. C'est un enjeu majeur et c'est bien évidemment crucial pour avoir un digestat de bonne qualité. Donc voilà, donc je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans cette étude, mais voilà, je vous invite en tout cas à en prendre connaissance pour vous donner un éclairage scientifique et objectif sur la performance environnementale de la méthanisation. Merci beaucoup. Je crois que Bernard Lou, tu voulais reprendre la parole. Oui, merci. Quelques précisions quand même. D'abord sur l'incinération des boues de stations d'épuration. Le Siard du Crou et du Petit-Rhône, incinéré, à l'origine, c'est les boues de la station d'épuration dans l'incinérateur de Sarcelles. Ça bousillait complètement les grilles de l'incinérateur. Et c'est essentiellement de l'eau. Donc mettre des boues de l'eau, techniquement, ça pose des problèmes. Donc ce n'est pas une solution. Et à l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est un mélange pour justement... Alors, bien évidemment, il y a des normes d'épandage qui sont contrôlées, très bien, mais on abaisse, et ça, on l'introduit. Et le Val d'Oise, on est quand même... on a été impacté par les eaux usées de la ville de Paris sur la plaine de Pierrelet. Donc, on a un historique sur l'épandage des eaux. Tout ça, c'était contrôlé, sauf que la plaine de Pierrelet a été complètement polluée. Pendant des siècles, on a respecté les normes, mais les normes ne sont pas forcément bonnes pour l'environnement. Donc, c'est vrai, c'est bien qu'il y ait des normes, c'est le minimum, mais les normes à un temps T ne sont pas forcément les normes acceptables à un temps T plus 1, ou T plus 10 ou T un siècle. Voilà ce que je voulais préciser. Sur la question de l'eau, on ne peut pas nier qu'il y a un impact et que la méthanisation agricole, par les lessives, principalement par les lessives d'été, demande beaucoup plus d'eau. Et ce que l'on voit systématiquement dans les régions où la méthanisation agricole s'installe, des endroits où on cultivait le maïs sans irrigation, on voit apparaître l'irrigation. Et autour des méthaniseurs agricoles que j'ai visités en Seine-et-Marne, il y a de l'irrigation. Et quand au mois d'octobre, on récolte le maïs grain, le maïs méthanisable, il est bien vert, alors que le maïs grain, le pied est sec. Et on sème le maïs méthanisable 1 mois, 2 mois après le maïs grain. Donc, c'est une méthode de culture qui est beaucoup plus gourmande en eau que le maïs grain. C'est une culture différente, ça s'appelle maïs, mais on ne le cultive pas de la même façon pour l'alimentation des animaux, l'alimentation humaine, que pour alimenter les méthaniseurs. Donc, voilà, je pense qu'il faut, et l'impact, il est réel. Dans le Val d'Oise, on voit fleurir des demandes de forage agricole à 100 mètres de profondeur, alors que les communes rurales prennent leur eau dans la nappe à 50 mètres de profondeur. Donc voilà où on en est. On va chercher l'eau pour irriguer, pas des cultures en bio, qui vont utiliser des intrants chimiques, des pesticides, des engrais chimiques, et impacter la nappe d'alimentation en eau potable, tout ça sans aucune discussion, sans aucune concertation. Donc voilà, on parle de pratique et pas simplement d'études théoriques de l'INRAE. J'ai dit tout à l'heure, j'ai cité une étude théorique de l'INRAE, j'en dis pas plus. Merci Bernard. Séverine Ducotet, tu veux intervenir?
Oui, bonjour à tous. Moi, je suis référente méthanisation à la région Île-de-France. Je pense qu'il est important, effectivement, de rappeler des faits et des données construites et validées sur tous les sujets qui ont été abordés là, pendant ce webinaire. Et je voulais notamment revenir compléter la réponse de Camille sur les cultures énergétiques dédiées. Parce qu'on l'a vu brièvement dans la présentation d'Alizé sur les intrants des méthaniseurs, le bilan de l'enquête 2021. Vous pourrez voir que les cultures énergétiques dédiées, c'est moins de 1% de ce qui rentre dans les méthaniseurs en Île-de-France. Donc, il y a une limite réglementaire en France qui est effectivement de 15%, mais dans la pratique, ce qu'on constate, c'est que les agriculteurs, d'eux-mêmes, ils préfèrent largement mettre des cultures intermédiaires, donc des couverts qui leur permettent notamment de protéger leur sol en hiver, plutôt que des cultures alimentaires dédiées. Donc, il y a effectivement une question qui se pose autour de la concurrence avec l'alimentation, mais les faits démontrent que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement maîtrisé en Île-de-France. Et je voulais aussi juste rappeler, il y a eu pas mal de questions au niveau du mélange avec les boues d'épuration, juste rappeler que c'est quelque chose qui est interdit et qui ne se fait pas. Donc les boues sont méthanisées sur les stations d'épuration dans le cadre d'un process de traitement. Après, selon leur qualité, effectivement, elles peuvent faire de l'épandage agricole, de l'incinération, du compostage. Enfin, il y a plusieurs voies de valorisation, mais ça dépend vraiment de leur qualité, ça là est vraiment contrôlé. Et les autres méthaniseurs, agricoles, territoriaux, industriels, etc., ils sont deux filières vraiment séparées. Donc, je voulais vraiment rassurer tous les participants à ce webinaire là-dessus. C'est des choses qui sont contrôlées et très claires au niveau réglementaire. Voilà. D'accord, merci. Je crois que Bernard, tu voulais intervenir à nouveau. Oui, sur le couvert végétal en hiver qui vient d'être évoqué, je n'avais pas parlé. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Val d'Oise? C'est qu'il y avait des subventions pour encourager les exploitants agricoles à mettre du couvert végétal pour l'hiver pour capter le trop-plein de nitrates qui avait été émis, qui étaient les cultures SIPAN, subventionnées par le conseil départemental. Bien évidemment, avec la méthanisation agricole, les cultures SIPAN seront progressivement abandonnées. Parce qu'effectivement, l'exploitant aura plutôt intérêt de mettre des cives d'hiver que de mettre, mais qui ne capteront pas. Et je ne suis pas sûr que ça ajoute. Alors, les cives, elles ont le rôle de SIPAN, justement. Les cives, elles couvrent les sols et elles ont aussi pour vocation de capter l'azote résiduel. Je suis pas... Ce sont des SIPAN qui sont récoltés, si vous voulez. Oui, avec aucun intrant mis supplémentaire. Alors, il peut y en avoir, mais mis à des doses, à des moments très précis de leur développement, justement pour la production de la biomasse. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir... Mais une SIPAN, elle produit beaucoup moins de biomasse qu'une cive. Hein. Mécaniquement, elle capte aussi moins d'azote résiduel. Enfin, là, vraiment, je vous invite à justement consulter l'étude de l'INRAE dont a fait mention Sophie Kuhn. Ça fait partie des choses qui sont clairement expliquées dans ce rapport. Très bien, merci. Vas-y, Jean, tu voulais intervenir? Non, on ne t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste redonner les définitions des mots cive et SIPAN? Alors, les SIPAN, c'est des cultures intermédiaires pièges à nitrates. Et les cives, ce sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Merci. Voilà. Et elles constituent, les cives et les SIPAN constituent des couverts végétaux. Donc les couverts végétaux, c'est ce qui se positionne entre deux cultures, d'où le nom de culture intermédiaire. Donc il y a une rotation culturale qui est classiquement observée avec une période d'interculture. Et donc c'est dans cette période d'interculture qu'on vient implanter ces couverts végétaux, SIPAN pour culture intermédiaire, piège à nitrate, parce que leur fonction principale était de piéger les nitrates qui étaient présents dans les sols, et cive, culture intermédiaire. Donc on retrouve bien cette notion de culture intermédiaire entre deux cultures principales, à vocation énergétique, parce que là, effectivement, il y a un itinéraire cultural qui est
qui est particulier pour pouvoir avoir une vocation énergétique et une valorisation de cette biomasse en méthanisation notamment. Merci. Jean, vas-y, on Non, t'écoute. je voulais juste demander quel était le rendement de la méthanisation par rapport, par exemple, au photovoltaïque. Quel était le coefficient de rendement? On n'en a pas parlé. J'aimerais que GRDF me donne un coefficient de rendement honnête. Pardon. Peut-être, je voulais préciser que le photovoltaïque, ça crée de l'électricité, donc c'est pour des besoins électriques, alors que le gaz, on en a besoin pour des besoins de chaleur. Et donc, en général, on n'oppose pas, J'appellerais ça de l'énergie. Oui, mais c'est pas les mêmes besoins. Donc, en fait, on ne doit pas opposer les différentes filières d'énergie renouvelable. En fait, elles ont toutes leur place dans un mix énergétique à différentes proportions dosées selon les besoins en face. Donc, des besoins de chaleur, des besoins électriques, des besoins de mobilité. Voilà. Alors, pourquoi vous faites de la cogénération? Ça produit de l'électricité. Oui, parce que dans certains cas, c'est utile de produire de l'électricité pour des besoins électriques. Et le rendement n'est pas intéressant. C'est pas un élément intéressant. Je vais peut-être compléter la réponse sur la cogénération. En fait, c'est les installations, il y a de la cogénération. Historiquement, ce sont des installations anciennes qui sont montées à une époque où l'injection dans les réseaux de gaz n'était pas encore développée, voire n'était pas calée d'un point de vue réglementaire. Donc, c'est plutôt des stations d'épuration et qui, par ailleurs, ont sur leur process de traitement de l'eau, donc sur un usage beaucoup plus large, ont des besoins en électricité, ont des besoins en chaleur. Donc, il pouvait y avoir un intérêt, effectivement, à valoriser le biogaz de cette manière-là. Mais on va dire qu'en Île-de-France, la plupart des projets, des nouveaux projets, ils se basent sur de l'injection de biométhane parce que c'est quelque part la meilleure, c'est là où on a le meilleur rendement énergétique. Quel est-il? Donnez-moi le rendement énergétique et donnez-moi le rendement énergétique. Un rendement, c'est une production d'énergie sur unité de mesure, mais vous voulez parler de quoi en unité de mesure au niveau du dénominateur? Toute machine a un rendement, madame. C'est une question de bon sens. Oui, mais il se trouve que là, la méthanisation, c'est coupler plusieurs équipements. Il y a une production de biogaz dans un digesteur. Après, ce biogaz, ou bien on le fait passer dans une cogénération, ou bien on le fait passer dans une épuration. Donc, le rendement, si vous voulez comparer des choses comparables, c'est on compare un rendement d'une cogénération avec un rendement d'une épuration. Aujourd'hui, c'est cet entrant unique qui est le biogaz. Comment est-ce qu'on compare un rendement de la cogénération qui transforme le biogaz en chaleur et en électricité, avec un certain rendement qui va différer si on a la possibilité de valoriser à la fois l'électricité et la chaleur ou uniquement la chaleur. Ça dépend de l'implantation géographique du méthaniseur. Et puis, une installation en injection qui va valoriser... Je suis désolé, là, vous me racontez une histoire, mais toute machine qui produit de l'énergie a un rendement. C'est un principe simple de physique. Elle a un coefficient de rendement. Quel est-il? Mais il faut arrêter avec une question qui n'en est pas une. Ah bon? Faut arrêter. Alors, si vous voulez une réponse simple, par rapport au biogaz qui est produit dans la méthanisation, si on le convertit en biométhane, donc avec un process d'épuration, on est de l'ordre de 90 à 95% de rendement. Pour un moteur de cogénération, c'est 35-40% d'électricité. Et la partie chaleur, ça dépend de la valorisation qui en est faite derrière. Donc, c'est un pourcentage qui est variable. 70% si jamais on valorise les deux énergies. D'accord. Dans une cogénération. C'est à peu près ça. Mais ça ne prend pas en compte façon de botter en touche. Tout l'amont. Votre question est difficile à appréhender. Oui, en fait. Là, il n'y a vraiment aucune volonté de notre part de botter en touche. Il y a une installation technique qui va transformer un biogaz en différentes énergies. Pour la cogénération de la chaleur et de l'électricité et pour l'épuration en biométhane. Il y en a une qui va avoir un rendement, si vous regardez juste le rendement de l'épuration, c'est entre 90 et 95%. Vous voulez un rendement d'une technologie, on vous la donne. Le rendement d'une installation d'épuration, c'est entre 90 et 95%. Après, il y a le rendement d'une cogénération
entre 30 à 70% en fonction de la valorisation possible de la chaleur localement. Et donc, ça dépend de l'implantation du méthaniseur. Il va y avoir des méthaniseurs qui vont pouvoir uniquement valoriser l'électricité, puis d'autres qui vont avoir à proximité des usages de chaleur et qui vont pouvoir aussi valoriser la chaleur. Et donc, cette question du rendement, il n'y a pas une seule réponse à votre question et il va y avoir autant de réponses que d'installations. D'accord. Merci. Rémi Coquillet a demandé la parole. Rémi? Non? Ok. Alain, alors, si tu veux bien? Oui, ben, ma question est, quel est l'intérêt de développer la méthanisation alors qu'on veut arrêter d'utiliser le gaz? Aujourd'hui, évidemment, la méthanisation, on peut aller dans un réseau de gaz, on peut aussi faire de l'électricité avec un rendement qui est quand même relativement mauvais, mais ça, c'est le principe de Carnot, donc on n'y peut rien. Mais a-t-on vraiment intérêt à développer la méthanisation alors que, effectivement, on veut arrêter le gaz, même si on recule parce que, bon, pour des raisons purement politiques, mais voilà. Alors, donc, ce n'est pas uniquement une question sur l'Île-de-France. Hein. Bah, peut-être que on veut arrêter le gaz mérite d'être précisé sur qui est on et quel est le gaz qu'on veut arrêter. Le gaz dont on veut arrêter l'usage, c'est le gaz fossile. Donc ça, il y a un gaz fossile et il y a un biométhane. Et donc le gaz dont on parle ici, à travers la méthanisation, c'est du gaz renouvelable. Peut-être que c'est un point sur lequel on n'est pas revenu dans le webinaire, c'est le bilan carbone du biométhane par rapport à du gaz naturel. Le bilan carbone du biométhane, c'est 10 fois plus faible que le gaz naturel. Et donc le gaz renouvelable, c'est une énergie renouvelable parmi toutes les énergies renouvelables. Et donc dans un mix énergétique qui permet de sécuriser l'approvisionnement énergétique de la France, il y a une complémentarité des solutions et le gaz en fait partie, le gaz renouvelable en fait partie parmi une diversité de solutions. Donc aujourd'hui, il y a un consensus d'arriver vers une réduction progressive du gaz fossile. La question n'est pas là. Si demain vous arrêtez le gaz, attendez, excusez-moi, si demain vous arrêtez le gaz, on ne pourra pas produire par le biogaz autant de gaz qu'on utilise aujourd'hui. Les études faites par l'ADEME montrent qu'on peut aller peut-être jusqu'à 10% de ce qu'on utilise aujourd'hui, et c'est un maximum. Donc demain, on va, dans quelques dizaines d'années, arrêter probablement le gaz. Donc le biométhane lui-même n'aura plus de circuit pour être distribué, sauf très très localement. Donc la question, est-ce qu'il faut investir dans cette énergie renouvelable? Je ne conteste pas le fait qu'elle soit renouvelable. Je sais bien que ce n'est pas du tout pareil que le gaz naturel, mais le problème est beaucoup plus global. Le jour où vous n'aurez plus de gaz naturel à distribuer, votre gaz bio, lui, n'aura plus sera une quantité tellement insignifiante que le réseau sera fermé. Donc, alors, je vais juste rappeler ce que c'est que cette quantité insignifiante pour pouvoir répondre à votre question. Aujourd'hui, la première injection de gaz renouvelable dans le réseau de distribution et de transport, puisque on peut injecter dans les deux, c'était il y a 10 ans. Donc, en 10 ans, on a une filière de production énergétique qui, d'ici la fin de l'année 2023, aura doublé ses objectifs qui avaient été fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. On a une filière qui, en 10 ans, aura permis de produire 12 TWh de gaz renouvelable sur le territoire national. On a une filière qui… Par rapport à 480 TWh d'énergie consommée. Tout à fait. Et sur une période de 10 ans. C'est important de resituer une évolution de la filière par rapport à une durée et à une filière qui reste encore une filière
nouvelle Mais qui on a est émergé d'accord. en 10 ans et aujourd'hui une très grande professionnalisation de la filière pour seulement 10 ans de capacité d'injection. Et quand vous dites tout à l'heure que l'ADEME a montré qu'on ne pourrait pas atteindre plus de 10%, c'est pas du tout ce que l'ADEME a montré. L'ADEME et les différents et la filière ont montré qu'à l'horizon 2050, on pourrait couvrir, il y a le potentiel au niveau national de couvrir 100% du gaz, des consommations de gaz en gaz renouvelable, Bon, ça, c'est totalement faux. Produit pour Totalement partie. faux. Non, mais Excusez-moi, on va s'écouter parler parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc tu pourras reparler après si tu veux, Alain, mais laisse finir. Merci. Produit pour partie, un tiers part de la méthanisation. On a le gisement sur le territoire national. Produit pour un tiers par d'autres voies, enfin par la pyrogazéfication, donc d'autres voies de production de gaz renouvelable à partir d'autres types de déchets, sans concurrence avec la méthanisation, des déchets qui ne sont pas fermentescibles. Produit pour un dernier tiers par des productions de power to gas en complémentarité avec la filière électrique. Et donc c'est à l'horizon 2050, ce qu'a démontré cette étude, c'est le potentiel technique de couvrir 100% des consommations de gaz en gaz renouvelable. Avec une baisse des consommations de gaz, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y aura l'étude a été faite en 2019, entre 2019 et 2050, une réduction des consommations de gaz qui sont liées à une évolution des usages, à de la maîtrise de l'énergie, à une évolution des usages énergétiques. Mais à l'horizon 2050, il restera une consommation de gaz qui serait aux alentours de 300-330 TWh qu'on pourrait couvrir à 100% par différentes filières de production de gaz renouvelable, la méthanisation dans un premier temps, filière déjà mature qui se développe, la pyrogazéfication dans un deuxième temps, le power to gas en parallèle de la pyrogazéfication. Merci. C'est pas ce que j'ai lu dans l'étude de l'ADEME, mais enfin bref, restons-en là. Je vais mettre dans le fil de discussion les références de l'étude de l'ADEME, comme ça tout le monde pourra s'y référer et aller regarder ces éléments-là. Super, merci. Je crois que Michel, tu voulais réintervenir. Oui, simplement pour ceux qui se posent des questions sur la méthanisation, FNE Île-de-France a publié un dossier dans le numéro 186 de notre magazine, c'est-à-dire en 2019, donc c'est très récent, et vous aurez toutes les explications sur les bases de la méthanisation. Ce que je veux dire aussi, c'est que sur le méthane, lorsqu'on le brûle, il est beaucoup moins toxique au niveau de la pollution de l'air que tous les autres carburants que l'on peut utiliser. Donc, c'est valable. Et quand on utilise des productions renouvelables chaque année, contrairement à ce que je pense quand on parle de pyrocarbonisation, là, on va avoir des soucis parce que nos forêts sont en train de se casser la figure et probablement dans quelques années, on ne pourra plus s'amuser à faire ce jeu avec le bois. Mais tant qu'on utilise des productions végétales renouvelables venant de cultures dédiées et modérées, on pourra avoir des produits de qualité au niveau du chauffage. Je parle au niveau du chauffage. La transformation, on perd du rendement automatiquement. Il n'y a pas de question de rendement puisque c'est une non-question. Merci Michel. Aude Castro. Oui, bonjour, rebonsoir. Une question complètement vraiment à côté, peut-être de ce débat, mais qui m'interpelle quand même. Toutes ces usines de biométhane qu'on nous propose maintenant, de biométhanisation qu'on nous propose maintenant, sont là dans le premier schéma qui avait été présenté dans les slides, sur la grande métropole de Paris. S'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a que des solutions grâce à ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on ne fait pas une telle usine dans Paris et pas autour de Paris? Parce que finalement, ces premiers entrants, ils vont venir de Paris et qu'on se récupère systématiquement, nous, pauvres départements tout autour, finalement, les odeurs, les risques, toutes ces questions qu'on se pose,
que cette jolie ville de Paris, qui est très sympa, très écolo, avec plein de vélos, ne met pas en place chez elle. C'est peut-être un peu agressif, mais c'est vrai que cette usine de biométhanisation que nous, on va avoir, dont le projet aura lieu sur le port d'Épinay, en face de la zone Natura 2000, il va se faire en même temps qu'un gros projet qui s'appelle Green Dock. Donc, c'est pas, je refuse pas hein, le biométhane. Hein, je n'ai même pas les capacités intellectuelles à dire c'est bien, c'est pas bien. Mais ma question, c'est l'implantation. Pourquoi il n'y en a pas une dans Paris? Je pense que la réponse a été apportée dans le fil de discussion. Il y a une question de foncier. C'est-à-dire qu'une installation de méthanisation a besoin d'un certain foncier pour pouvoir s'implanter, tout comme toute installation industrielle. Donc, voilà, il y a un sujet de Non, les incinérateurs, on ne les a pas implantés à Paris. Réussir à faire les incinérateurs vivre ont été une… implantés en périphérie de Paris. On pouvait les implanter à Paris. Ça ne demande pas de foncier. Pas une histoire de foncier. Je pense que Mme Hidalgo, qui nous fait tout un speech sur son écologie, etc., elle déporte son écologie avec ses problèmes vers chez nous. Elle déporte son stockage Amazon et compagnie vers chez nous. Elle l'a fait pour le reste. Elle le fait pour ses bouts de RER. Elle le fait pour tout ça. Je ne suis pas contre elle. Hein. C'est le principe parisien qui continue, après qu'on ait viré les gens de leurs habitations, viré les commerçants de leurs habitations, on vire maintenant les déchets de ceux qui peuvent rester et se payer justement ce foncier. Et pour moi, c'est inadmissible. C'est d'abord le premier problème, c'est la cartographie de ça. Ça reste un sujet majeur. Ok, on a bien compris la remarque. Hein. Si je puis me permettre, peut-être pour apporter aussi quelques éléments au débat sur ce sujet-là, c'est vrai que quand vous dites, Madame, la méthanisation dans Paris, vous pensez sans doute aussi à la méthanisation des biodéchets des collectivités. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que le gisement principal, il reste quand même un gisement d'origine agricole, en tout cas dans le modèle francilien, avec les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Alors, c'est là que réside… Sur l'usine qui nous a été présentée sur le projet du port de Gennevilliers, non, ce sont vraiment les collectivités locales, les cantines scolaires, hein, donc avec les camions hein, qui viendront de Paris, il faut les mettre hein, dans les CO2, les cantines parisiennes et les restaurants parisiens. Oui, j'ai bien compris. Hein, c'est ce que j'appelle les biodéchets de collectivité, pardon. C'est effectivement tous les déchets alimentaires, en fait. Qui de fait, oui, on est sur une proximité de Paris, mais ce n'est pas là qu'est le gros gisement. Le gisement, c'est quand même un gisement d'origine agricole. Et donc, il est naturel que ces installations soient situées au plus près des exploitations qui vont alimenter. Si je peux terminer, pardon. Donc, elles soient donc au plus près des installations qui vont, des exploitations agricoles qui vont alimenter ces méthaniseurs et ensuite qui pourront réutiliser le digestat comme un intrant pour amender les sols et les cultures. C'est pour ça que vous en retrouvez et c'est pour ça aussi qu'en Seine-et-Marne, on a un nombre 39 unités de méthanisation agricole parce qu'on est sur un territoire rural où vous avez une activité agricole qui s'y prête. Oui, je suis d'accord avec vous. Je comprends tout à fait celle de Seine-et-Marne. À la limite, je peux les accepter. S'ils en veulent une dans l'Eure, ils peuvent aussi. Ils ont du blé, ils ont du maïs. Dans le Nord, ils ont leur betterave. Mais chez nous, à Épinay-sur-Seine, je regrette. Il n'y a rien. Sur le port d'Épinay-sur-Seine, il y a du ciment, il y a des colis, il y a des gros camions. Mais il n'y a pas ça. Et malgré tout, on aura une des plus grosses usines qui vont nous être implantées. Donc, ça m'étonne quand même. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas battue contre ce projet-là, je me bats contre un autre. Mais quand même, celui-là, il rentre dedans. Et je me dis, bon, je m'étais dit, allez, entre deux projets, il faut que je me mette sur quelque chose. Mais là, c'est vrai qu'en réfléchissant à tout ça, je me pose la question de me dire, est-ce que je fais les deux, quoi, finalement? Parce qu'effectivement, je ne comprends pas que la ville de Paris, qui développe son vélo cargo et ses bornes électriques si elle veut à Tire-Larigot et qui empêche tous les gens d'aller bosser aussi d'une certaine façon parce que le RRC ne fonctionne pas, eh bien je regrette, mais cette usine de biométhane à Épinay-sur-Seine, finalement, enfin Gennevilliers, mais dont les odeurs, parce que les essais qu'on a sur l'îlot à Saint-Denis aussi sur le compost, c'est quelque chose, mais dont tous les déficits seront pour chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a bien compris votre préoccupation des territoires servants. C'est effectivement une question ancienne. Oui. Éric Vernat a demandé la parole.
Oui, pour Oui, préciser. bonjour, Eric. oui. Oui, la question, c'était au sujet de la durée de vie de ces installations et de leur entretien. Parce qu'effectivement, les intrants ne sont pas des produits constants, hein, et on produit du gaz, des biogaz, c'est-à-dire un mix. Donc, c'est des installations qui sont quand même sensibles, explosives dans certains cas. Notamment, on a vu récemment avec des méthaniseurs de boue de stations d'épuration, mais sans surveillance précise. Ces installations sont des risques. Donc, si j'installe ça à côté de mon village, dans le Vexin ou ailleurs, peu importe, quels sont les risques clairs et quels sont les devoirs de maintenance que j'ai aujourd'hui pour veiller au bon fonctionnement de ces installations? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Camille, peut-être? Je vais pouvoir apporter un point de vue, mais voilà, encore une fois, qui est celui de GRDF et pas des services instructeurs. Les méthaniseurs sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, pour réussir à s'implanter dans un territoire, elles nécessitent de déposer une demande ICPE auprès des services de l'État avec différentes catégories, différentes classes ICPE en fonction de la typologie de projet, notamment de la typologie d'intrants et du volume d'intrants qui sont intégrés dans le digesteur. Donc, il y a 3 catégories ICPE pour la méthanisation, déclaration, enregistrement, autorisation, en fonction de cette typologie d'intrants et de ce volume d'intrants, et donc de la dimension, du dimensionnement du projet. Et donc, cette réglementation ICPE, elle est très stricte, et elle intègre beaucoup de précautions. Et d'ailleurs, elle a été renforcée en 2022, à l'été 2022, avec de nouveaux paramètres pour pouvoir encadrer davantage cette méthanisation. Donc voilà, je vous laisserai vous référer aux détails de la catégorie ICPE parce que j'en suis moi-même pas une experte, je fais pas partie des services instructeurs. Mais donc, je vois qu'il y a Solène Gilbert qui demande la parole et peut-être elle pourra y répondre mieux que moi et sera plus légitime pour en parler puisqu'elle appartient au service de l'État et donc qui regarde ces projets. Et donc voilà, je veux rappeler seulement que pour encadrer les risques, il y a des procédures et une réglementation qui est très stricte pour les unités de méthanisation. Effectivement. Donc, sur le sujet, Céline Gilbert. Oui, je fais partie du service énergie-bâtiment de la DRIEAT, donc pas des services instructeurs qui sont pilotés par le service de prévention des risques, mais pour apporter quelques éléments complémentaires à ce qu'a déjà dit Camille Poirot. Donc, toutes les installations de méthanisation agricole sont encadrées par la législation ICPE, donc avec 3 régimes selon les intrants, la capacité de l'installation. Et donc, il y a un dossier en instruction et ensuite des inspecteurs qui contrôlent ces installations avec des rapports à renvoyer chaque année, un suivi de l'épandage comme on en a déjà évoqué au préalable, avec un cahier d'épandage à compléter et à conserver, à mise à disposition des inspecteurs. Donc voilà, tout ça est encadré par les arrêtés ministériels de prescription générale. Pour plus de détails, tout est sur le site de l'INERIS, AIDA, rubrique 2781 pour les méthaniseurs. Très bien, merci de ces éléments. Francis Redon, tu voulais intervenir? Francis, on ne t'entend pas? Francis? Non, on ne t'entend pas, Francis. Désolé. Bernard Loup, tu voulais intervenir? Oui, c'est simplement donner une précision. Je me suis exprimé tout à l'heure sur le méthaniseur de biodéchets des villes de Gennevilliers pour préciser que ce n'est pas le méthaniseur de la ville de Paris, c'est le méthaniseur porté par le SICTOM. Et le périmètre de SICTOM, c'est en gros, je pense que ce n'est pas exactement, mais en gros, c'est la métropole du Grand Paris. Donc c'est aussi les départements de la Petite Couronne qui sont partie prenante de ce méthaniseur sur Gennevilliers. Et j'ai dit toutes les, alors qu'à l'origine j'étais favorable, j'ai dit toutes les interrogations que me pose ce projet. Mais je n'y reviens pas dessus. Merci. Patrick Ruissel. Oui, vous m'entendez? Oui. Juste pour répondre à la question pourquoi pas de méthanisation dans Paris, je pense qu'il faut rappeler certains chiffres. Si on regarde la densité de population
de la région Île-de-France par rapport au reste de la métropole, c'est un facteur 10. Si on regarde la densité de population entre la petite couronne et la grande couronne, c'est aussi un facteur 10. Ça veut dire qu'on a un facteur 100 sur la petite couronne par rapport au reste du territoire. Et je pense que la question, c'est pas lié à la méthanisation, parce que c'est lié au fait qu'on ne peut pas faire de l'alimentation, de la production alimentaire sur la petite couronne, on ne peut pas mettre des éoliennes sur la petite couronne, on ne peut pas mettre de la méthanisation ou n'importe quelle grande structure comme ça. Donc c'est simplement lié à la densité de population qui existe dans ces territoires-là. Le problème, c'est que effectivement, on utilise les territoires ruraux ou moins denses pour ce genre de structure, avec peu de compensation pour ceux qui les acceptent. C'est ça le problème. Ok, merci Patrick. Alain Argenson, tu voulais réintervenir? Je veux juste réintervenir pour dire que effectivement, c'est sûrement très difficile de faire de la méthanisation à Paris. Par contre, on peut faire beaucoup plus de solaire et actuellement, il y a 3 fois rien. Voilà. L'association qui s'en occupe a réussi à faire une douzaine de projets en 10 ans. C'est vraiment désolant. Alors, je sais bien qu'il y a des problèmes avec les bâtiments classés, etc. Mais il y a quand même une insuffisance de ce côté-là. Or, là, il y a beaucoup de surfaces quand même où on peut faire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la méthanisation, mais c'est aussi une autre façon. Merci Alain. Un autre Alain, Alain Guisnel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Oui, je revenais sur la notion de classement ICPE des fameuses méthanisations. Moi, je suis en Bretagne. Il semblerait qu'à plusieurs reprises, il y ait eu des constats de fait que certains méthaniseurs qui étaient déclarés avec un certain volume et une certaine qualité de digestat, et dans le cours du temps, augmenter leur capacité de traitement, et donc soit finalement échanger administrativement de niveau d'ICPE sans pour autant le déclarer vraiment. Et ce qui fait que derrière, on s'est retrouvé avec des problèmes de fonctionnement et des incidents assez graves, ECF Châteaulin par exemple, avec des eaux qui ont été polluées tout autour de Châteaulin, avec des interdictions de boire pendant un bout de temps. Donc, à la suite de l'incident de Châteaulin, il a été évoqué le fait que, effectivement, les méthaniseurs étaient en général assez mal contrôlés. Si les gens à la tête de ces organismes, enfin des exploitants, n'étaient pas très scrupuleux, on pouvait aller vers des incidents importants et qu'il n'y avait pas finalement assez de contrôleurs de l'État pour s'assurer que les méthaniseurs restaient dans les clous par rapport à leur déclaration initiale et respectaient la qualité des intrants pour que, à la sortie, les digestats restent de bonne qualité. Voilà, et que le fonctionnement des méthaniseurs en question reste dans leur cadre prévu initialement. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. On arrive à la fin de notre webinaire et il me semble que ta remarque va nous permettre de conclure en disant que, bien entendu, il y a des réglementations, que ces réglementations devraient permettre d'avoir des pratiques vertueuses en matière de méthanisation, mais on remarque qu'elles ne sont pas toujours suivies et que le fait de déroger à ces règles peut poser des problèmes. Et précisément, nos associations au sein de FNE Île-de-France et de FNE au niveau national sont là beaucoup pour pratiquer une surveillance de ces installations, de voir si elles sont en phase avec la réglementation et si elles se tiennent aux prescriptions qui ont été établies. Donc, il y a un devoir de vigilance et je crois que FNE l'exerce de manière pleine et entière.
Et il y a aussi un devoir de pédagogie, et je crois que ce webinaire aujourd'hui a permis de mieux faire comprendre certains problèmes qui peuvent se poser, certaines questions liées à la méthanisation, sur le fait que FNE travaille depuis déjà longtemps et le Métascope qui a été produit par FNE National en est un très très bon instrument pour permettre non seulement d'évaluer les projets, d'avoir un regard critique par rapport aux projets proposés, mais aussi de s'assurer que les projets qui sont acceptés, qui sont mis en œuvre, suivent effectivement la réglementation et n'y dérogent pas. Donc voilà pour cette ébauche de conclusion. On y reviendra évidemment parce que, comme il a été dit plusieurs fois, la méthanisation est finalement un domaine assez neuf, hein. Ça fait 10 ans que les premiers projets ont vu le jour. Et donc, c'est un sujet qui reste complètement d'actualité, qui est pour nous à FNE un sujet de grande importance. Et je voulais remercier nos partenaires GRDF, la REC. Malheureusement, on n'a pas pu entendre Moulineau, mais on avait fait une fois une visite de leurs installations et c'était tout à fait passionnant. Mais je vous engage à regarder comment travaille Moulineau et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Merci aussi à Michel Dubromel et à FNE National pour leur participation à ce webinaire. Voilà, il est 17h02, nous allons clore cette session et nous en aurons d'autres, bien entendu. Merci encore à tous de votre participation active à ce webinaire.